Bonsoir, nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil 78. Voici les titres de ce mardi 20 janvier 2015. Quand la prison fait office de sas de radicalisation, c'est le parcours de nombreux terroristes en France. Nous en parlerons avec Cédric Torres, surveillant à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, secrétaire local de l'UFAP, UNSA Justice. Le Secours populaire des Yvelines multiplie les collectes alimentaires afin de venir en aide aux familles. Reportage sur l'une des opérations menées récemment. Afin de lutter contre la surpopulation, des sangliers, des battues sont régulièrement organisés. Nous étions aux côtés de l'ONF hier matin. Pour débuter ce journal, direction Montigny, le Bretonneux, où le maire a retiré sa casquette de président de la communauté d'agglomération pour ses vœux ce lundi soir à la ferme du Manet. Des chantiers sont en cours pour 2015. Le point avec Catherine Zulato. À l'occasion de ses vœux, Michel Laugier, le maire de Montigny, devenu président de la Casquille, a affirmé « Ce rôle ne m'éloigne pas de Montigny et je suis toujours aussi investi pour ma ville ». Son premier propos a été budgétaire. Comme nombre de communes, Montigny a vu sa dotation globale de fonctionnement diminuer d'1 million d'euros. Mais cela n'aura pas d'impact sur les impôts, a assuré le maire. Pas d'augmentation et un niveau d'investissement égal aux autres années. Cette année devrait voir le début de la construction du pôle culturel Bergson sur le site de l'ancien collège, dans le quartier de la Sourderie. Un pôle qui accueillera à terme le conservatoire de musique, l'école de théâtre et le secteur de musique amplifiée, ainsi que les écoles de danse. Les études démarrent également pour la création d'un nouveau pôle petite enfance en lieu et place de l'ancienne école Samin. Autre projet en 2015, les travaux du nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes débuteront prochainement dans le parc du château de la Coudre, dès que le volet administratif sera finalisé. Le pôle gare, le quartier Saint-Quentin sont aussi d'autres chantiers en cours, un quartier qui se verra doté de nouvelles caméras de vidéoprotection, et septembre 2015 marquera également la première rentrée universitaire de l'Estaca, une école dédiée à la conception des transports de demain. Les travaux d'élargissement de la route départementale 30, la RD 30 à hauteur de Plaisir débutent. Des perturbations au niveau de la circulation sont à prévoir afin de permettre le doublement des voies. Mais le principe général est de maintenir la circulation dans les deux sens pendant toute la durée des travaux. Pour en savoir plus, une réunion est organisée pour la population avec les élus du secteur. Rendez-vous le 21 janvier à 20h au théâtre Espace Coluche. Le syndicat UFAP UNSA Justice demande des changements de l'institution pénitentiaire et de son fonctionnement suite aux attentats perpétrés en début d'année et qui mettent en lumière la radicalisation religieuse de certains détenus. Bonsoir Cédric Torres. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire local de l'UFAP UNSA, surveillant à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Pour débuter, j'aimerais savoir comment ça s'est déroulé dans votre maison pénitentiaire, dans votre établissement pénitentiaire sur Bois d'Arcy, ces événements, les attentats et puis ensuite les minutes de silence, la mobilisation contre les terroristes. Comment ça a été vécu dans votre établissement par les détenus? Alors le mercredi, le jour des attentats, on a entendu des détenus par simple provocation, à mon sens, et je pense qu'au sens de beaucoup de monde dans l'établissement, crier à la Warba et d'autres, le mercredi en tout cas. D'accord. Et ensuite, ils ont eu du mal à respecter cette minute de silence, c'est ce que vous nous expliquez. Ouais. Oui, enfin, mais c'est toujours pareil, c'est par provocation. Et c'est des détenus qui tapaient aux portes. Quand nous, on faisait la minute de silence en détention, ils tapaient aux portes de façon violente pour montrer qu'ils étaient là, qu'ils voulaient absolument nous gêner dans notre minute de silence parce qu'il fallait que c'était une obligation. Mais ça n'a pas libéré la parole, justement, auprès des détenus, de ceux qui se radicalisent? Alors, la difficulté au sein des établissements, c'est difficile de repérer une radicalisation d'une personne parce que vous avez tout simplement un exemple, vous avez environ 850 détenus à Bois d'Arcy pour 500 places. Donc déjà, pour trouver, vous avez des cellules de 9 mètres carrés, ils sont 3 en cellule. Et puis le personnel est à bout, fatigué, parce que il manque entre 40 et 50 personnels à Bois d'Arcy aujourd'hui. Donc c'est pas rien pour un établissement de cette taille. Mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là sur la région de Paris. Mais voilà, on est tous. Vous avez un agent qui fait 60 heures supplémentaires par mois en moyenne. Donc c'est difficile de détecter la radicalisation. Pour autant, votre syndicat s'inquiète depuis plusieurs années déjà cette radicalisation globalement dans les prisons. Le durcissement des modes de pensée de la religion, c'est pas un phénomène nouveau. Là, on en parle beaucoup forcément avec les attentats, mais vous l'avez déjà constaté depuis de nombreuses années. Mais la radicalisation, elle existe depuis. Je vais même dire jusqu'il y a 20 ans. Dans les années 90, on avait peut-être une radicalisation qui était beaucoup moins importante, mais nous on a quand même demandé quand même la construction d'établissements spécifiques par rapport à la dangerosité des détenus, parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, parce qu'on est acteur du terrain et qu'on est présent sur le terrain avec nos collègues, et qu'on s'est rendu compte qu'on avait des détenus qui étaient dangereux, qui ne pouvaient pas être mis avec d'autres. Donc
même si on ne parle pas de radicalisation, on parle de même phénomène. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au mois de janvier 2015, certes, il y a eu les attentats, et c'est malheureux, et je trouve ça scandaleux ce qui s'est passé, mais on pointe du doigt la radicalisation des prisons. Enfin, c'est pas nouveau. Alors maintenant, ils ne sont pas tous passés par ce phénomène de prison. Hein. Il y a une minorité qui est passée. On a parlé d'un, voire des deux sur trois, mais il existe. Ça fait des années qu'on le dénonce, qu'on le dit, qu'il faut recruter des imams parce qu'eux aussi sont importants. Parce que là, par exemple, l'imam de Bois d'Arcy, qui vient à Bois d'Arcy, a un langage très tolérant. D'ailleurs, il les reprend quand certains font des bêtises en détention. Et comment ça se passe justement pour un musulman qui veut pratiquer sa religion une fois en prison? Il y a un imam qui vient régulièrement, il a une possibilité de prier. Comment ça se passe? Alors, l'imam, il vient tous les vendredis pour faire le culte musulman. Donc, il vient, bien souvent, il demande à ces jeunes, moins jeunes, de respecter la République, mais ce n'est pas ceux qui viennent au culte musulman qui se radicalisent. C'est pas ceux-là, c'est ceux qui restent en cellule, qui n'ont pas forcément un comportement agressif, qui n'en veulent pas à la société, parce que ils pensent que la plupart des jeunes qui en veulent à la société, à la République, parce que c'est eux qui les ont mis en prison. Mais souvent, ils viennent parce qu'ils ont fait une petite bêtise ou une grosse bêtise. Mais ils ont ce phénomène-là. Donc les djihadistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont juste appuyé sur le bouton de dire, oui, tu vois, la France, elle t'a pas aidé. Donc rien que ça, vous avez une écoute. Et donc déjà, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que les plus jeunes qui sont radicalisés. Mais comment la voix des djihadistes est portée à l'intérieur des prisons? Comment le message est véhiculé dans les prisons? Alors, on a ce problème de communication par Internet, vous avez cette communication par téléphone, parce que malheureusement, il y a des téléphones en cellule. On a un gouvernement qui a voté l'article 57 de la loi pénitentiaire qui interdit la fouille systématique après la sortie, après les parloirs. Entre autres. Sauf qu'aujourd'hui, alors certes, ça ne rentre pas plus, pas moins, on ne sait pas, personne ne le sait. En tout cas, il est sûr d'une chose, c'est qu'au lieu de se prémunir, de batailler sur une loi, sur un article de loi de ce type, il aurait mieux valu peut-être accentuer sur, je ne sais pas moi, embaucher du personnel, parce qu'on manque de personnel, laisser les moyens au ministère, à l'administration pénitentiaire de travailler et de pouvoir acheter des caméras, du matériel. Aujourd'hui, c'est pas possible. Les difficultés financières sont telles que même pour remplacer une caméra, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut passer par une plateforme, il faut déterminer que c'est possible ou c'est pas possible, que la validité, il faut valider. Enfin, on est en train de s'empêtrer dans une administration, dans des charges administratives qui bloquent tout. Aujourd'hui, on a des établissements qui sont fin d'année 2014, par exemple, il était difficile d'avoir, ne serait-ce que c'est peut-être gros ce que je vais dire, mais un stylo. Il fallait pleurer pour avoir un stylo. On arrive là. Pour en revenir à la question de la radicalisation, vous nous dites que c'est difficile parce qu'il manque du personnel pour détecter. Néanmoins, malgré tout, comment on peut détecter, vous qui êtes surveillant, comment vous repérez ceux qui peuvent se radicaliser, qui ne viennent pas forcément sur les rendez-vous avec les imams, par exemple? Vous nous dites qu'ils restent dans leur cellule, ça c'est un facteur qui vous alerte. Comment vous les détectez et vous alertez ensuite? Alors, au même titre que par exemple la prévention du suicide, ou au même titre que tout ça, quand vous avez un détenu qui est en souffrance, vous l'aurez détecté, mais vous le détectez quand vous arrivez, que vous êtes primo-affecté. Je parle pour les surveillants qui sont stagiaires, qui arrivent, qui font ce qu'ils peuvent avec les armes qu'on leur donne à l'école. Une formation qui, à mon sens, devrait être peut-être accentuée sur le problème de radicalisation, de prévention du suicide, parce que tout ça, c'est une détection de problèmes personnels des détenus. Parce que bon, ils ont le choc carcéral, enfin, tout ça. Mais le surveillant qui vient d'arriver, à Bois d'Arcy par exemple, vous avez les douches qui ne sont pas en cellule, contrairement à d'autres établissements. Mais les jeunes qui viennent d'arriver, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ont la tête dans les guidons, ils pensent à l'organisation, parce que bon, pendant un an, ils sont stagiaires, donc ils pensent à être titulaires pour pouvoir être... Parce qu'une fois qu'ils sont titulaires, ils sont fonctionnaires aujourd'hui. Et vous avez des gens, voilà, donc on leur demande des tâches administratives. Aujourd'hui, dans la formation, il n'y a pas de formation pour détecter la radicalisation, la prévention au suicide et tout? Comment ça se passe? C'est hyper compliqué parce que je pense que personne aujourd'hui ne sait comment faire pour détecter un détenu qui se radicalise. Aujourd'hui, la question c'est à se poser, la question qui doit être posée, mais concrètement, c'est comment fait-on, ou tout au moins, comment un autre détenu peut radicaliser un autre détenu? C'est la question. C'est quel est le phénomène, le processus pour dire à un jeune, tu vas aller, excusez-moi l'expression, mais tu vas aller tuer, tu vas servir de bombe humaine. Comment on fait?
Comment font-ils? Et je pense que personne aujourd'hui ne le sait le faire. Maintenant, est-ce que c'est pas le même processus que dans les années 90, le problème des sectes? Est-ce que c'est pas le même processus? Est-ce qu'on n'a pas ça? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et la formation à l'ENAP, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen, elle est ce qu'elle est. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je ne dis pas qu'elle est bonne, je dis qu'elle est ce qu'elle est. Mais je pense qu'il va peut-être falloir augmenter peut-être la durée de formation pour pouvoir mettre ce problème et éventuellement pouvoir faire détecter aux gens entre guillemets, des symptômes. Et lorsque vous entendez le gouvernement évoquer des moyens nouveaux, débloqués, des quartiers spécifiques créés pour justement incarcérer ce type de détenus qui se radicalisent, vous trouvez que ça va dans le bon sens? Alors, est-ce que vous y croyez aussi? Alors le problème, c'est incarcérer des détenus, par exemple, ça se passe à Fresnes. Ils sont une vingtaine, je crois, à Fresnes. Ça se passe bien, mais parce qu'ils sont qu'une vingtaine. Mais demain, on parle de centaines, voire de milliers de jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie ou en Irak. On les met où? Clairement, on les met où? On va pas pouvoir. Hein. Ou alors, il va falloir créer des établissements. Hein. Mais c'est pareil. Alors là, on va sur le système Guantanamo. Hein. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'on les enferme et puis on jette la clé? C'est peut-être pas la bonne idée. C'est peut-être se poser la question en amont. Ceux qui sont déjà radicalisés, on s'en occupe. Mais il faut peut-être prévenir. Mais ça, c'est pas le boulot de la prison. C'est le boulot du gouvernement de prendre des bonnes décisions. Et une bonne fois pour toutes, de prendre des décisions. Alors vous attendez quoi, vous, concrètement, aujourd'hui, en tant que surveillant pénitentiaire? Mais de savoir à quelle sauce on va être mangé. En fait. C'est surtout ça. Parce que là, ils sont tous en train de faire des annonces. On parle il faut retirer la carte d'identité aux gens qui vont faire le djihad là-bas. On parle de les enfermer. Mais enfin, arrêtez tout. Et puis, prenez les décisions. On vous dira. Et puis surtout, peut-être écouter le personnel qui est sur le terrain, qui est en souffrance, qui a du mal à travailler parce que les établissements sont surpeuplés. Il faut trouver des solutions concrètes pour qu'on puisse travailler tout simplement, parce qu'il y a des gens, et puis surtout il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison, enfin à mon sens. Il y a des gens, il y a des peines, quand on conduit sans permis, peut-être faire des peines alternatives à ces gens-là, plutôt que de les mettre en prison, et là, justement, de côtoyer des détenus qui sont peut-être djihadistes au final, qui sont peut-être radicaux. Donc tout ça, c'est lié. Tout est lié. Juste pour conclure cet entretien, vous nous parlez depuis tout à l'heure aussi du mal-être des surveillants de prison, des difficultés qu'ils sont rencontrées. Vous avez le sentiment de ne pas être entendu aujourd'hui, de ne pas être écouté, qu'on ne vous apporte pas de réponse, de solution? Au-delà de ce problème de radicalisation, au-delà de... Ben, concrètement, on va demander à un personnel de surveillance d'être assistant social à son heure, d'être psychologue, d'avoir plusieurs casquettes. Ok, on travaille avec de l'humain, on est là. Le problème, c'est que quand vous avez un établissement comme celui de Bois d'Arcy, où vous avez une surpopulation mais c'est pas d'aujourd'hui, et que rien n'est fait. Bois d'Arcy, par exemple, vous n'avez pas les douches en cellule, vous n'avez pas d'eau chaude en cellule. Donc demain, on met les douches en cellule à Bois d'Arcy, vous avez 95% des tensions qui sont apaisées. Ça simplifierait le travail au quotidien, l'organisation. Et puis, ça permettrait de faire un travail cohérent sur la détection effectivement des détenus radicaux, et tout ça. Mais ça, il faut y mettre les moyens. Aujourd'hui, on a l'impression que l'argent part ailleurs. On réduit le budget du ministère de la Justice, de l'administration pénitentiaire, pour le mettre ailleurs. Ouais, mais il va falloir. On n'est pas des établissements où on met tout derrière la porte, on ferme la porte, on jette la clé. Non, il faut qu'on travaille, il faut les réinsérer. Puis les détenus qui sont djihadistes, moi je veux bien les mettre, on veut bien les mettre à l'isolement. Mais déjà, il va falloir créer des places d'isolement parce qu'on n'en a pas assez. Et puis après, on en fait quoi? On les enferme, on fait quoi? On jette la clé. Puis non, il faut qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir travailler avec eux, pour leur expliquer qu'eux, et puis il faut recruter des imams aussi, hein, il faut recruter des aumôniers musulmans, parce que eux sont importants aujourd'hui. Alors, il y a des choses sur lesquelles il faudra mettre des règles, mais il faut qu'ils soient recrutés, parce que on a besoin de plus de personnes qui sont tolérants, et la plupart des musulmans qui sont en prison ne sont pas radicaux. Au contraire, même certains ont certainement dénoncé, mais dans l'effet de masse, de ceux qui voulaient stigmatiser la République en disant c'est votre faute si on est en prison. Ils se sont pas manifestés. Et puis bon, c'est très difficile d'avoir un discours comme ça. On verra donc si les annonces vont être suivies de moyens. Ce sera rapidement, dans les prochains jours, on l'imagine, de la part du gouvernement. On verra si vous avez été entendu. En tout cas, merci Cédric Torres, secrétaire local UFAP UNSA, surveillant également à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy.
La suite de ce journal, c'est avec le Secours populaire des Yvelines qui soutient environ 2000 familles en leur distribuant des produits alimentaires de première nécessité. Une opération de collecte a eu lieu ce week-end. Une autre se déroulera encore samedi prochain. Catherine Zulato. Dans les Yvelines, le Secours populaire français aide actuellement sur le plan alimentaire 2000 familles tout au long de l'année. Pour cela, des collectes de produits non périssables sont organisées. C'était le cas ce samedi dans un supermarché près de Manille-les-Hameaux. Les bénévoles distribuent aux clients des petites fiches sur lesquelles sont inscrits les produits souhaités, lait, farine, riz, pâtes ou encore conserves. On est bien fourni en pâtes déjà. Les pâtes, en général, les gens, c'est ce qu'ils achètent de façon systématique, mais on ne va pas refuser les pâtes parce que de toute manière, les gens en ont toujours besoin. Hein. Mais c'est vrai qu'on est bien fourni en pâtes. Ce qui nous manque souvent, c'est le chocolat, le café, des produits, le lait. Le lait, c'est un produit qui nous manque beaucoup. L'huile. Parmi ses clients d'un jour, Karine, pour elle, aider l'association, c'est tout simplement normal. J'étais venue vraiment en dépannage chercher une plaquette de beurre et donc comme ils étaient là, j'ai fait des petites courses un peu plus importantes. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, je connais plein de personnes qui sont bénévoles aussi à l'association, donc ça me paraît normal. Il y a beaucoup de demandes, voilà. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin et il y a beaucoup de familles isolées, de familles de parents seuls, de monoparentales. L'antenne de Manille-les-Hameaux soutient ainsi une cinquantaine de familles. Les produits collectés ce samedi seront distribués à la fin du mois. Le Secours populaire organise une autre opération le 27 janvier, notamment dans les magasins partenaires à Elancourt, Versailles ou encore Villepreux. Tout autre sujet à présent, les sangliers, les chevreuils qui sont parfois en grand nombre dans nos forêts. Leur surpeuplement entraîne des dégradations dans les forêts, sur les routes, mais aussi dans les différentes propriétés. Pour réguler cette population, l'Office national des forêts organise des battues. Nous avons participé à l'une d'entre elles, Mélanie Poquet et William L. pour les images. Je vous rappelle donc, comme chaque jour, en conseil de sécurité, on se déplace dans les véhicules donc avec les armes dans les housses. Entre les battues, les armes doivent être déchargées, cassées pour les express. Vous respectez les angles de tir, vous tirez tout animal sorti de la traque en respectant les 30 degrés. Vous aurez aussi droit de tirer sur le devant à très courte distance, 20-25 mètres maximum, et à condition que la traque soit bien évidemment loin. Ils sont 24 chasseurs à être là en forêt de Port-Royal. 24 à avoir répondu à l'appel de l'Office national des forêts. Parce que ce matin, la chasse est un peu particulière. Leur objectif, abattre sangliers et chevreuils présents en trop grand nombre. Pour le chevreuil, les chasseurs ne peuvent pas dépasser le nombre de 20 têtes sur la saison. Pour le sanglier, c'est une toute autre histoire. Il n'y a pas de limitation. Nous, ce que l'on cherche à éliminer, c'est le maximum d'animaux, parce qu'on sait pertinemment que de toute façon, on n'arrivera pas à éradiquer cet animal. Il se reproduit très vite. Il peut mettre bas jusqu'à 10 à 20 animaux, enfin une mère, une lait, par saison, par année, sachant qu'il y a plusieurs mises bas par an. Les chasseurs se répartissent en groupes. Les tireurs seront 15, avec à leur tête des responsables, les chefs de ligne. Je vais être chef de ligne, donc je vais m'occuper d'une ligne de postée. Le tout, c'est de fermer une enceinte. Donc là, en l'occurrence, on va fermer le carré de la Beltoise. Nous allons mettre 3 lignes de miradors. Donc les miradors, c'est pour tirer en sécurité. Les gens vont respecter un certain nombre d'angles de tir. Et donc là, moi, je vais poster 4-5 personnes sur leur mirador, alignés, en leur expliquant où ils doivent tirer ou pas. Le mirador, c'est l'ONF qui l'impose. Pour des questions de sécurité, les chasseurs tirent en direction du sol. Si le tir n'atteint pas l'animal, la balle s'enterre. Et toujours pour la sécurité, mais aussi par souci de propreté, les douilles doivent être ramassées. Les traqueurs sont au nombre de 9. Avec leurs chiens, ils sont chargés de rabattre les animaux. Ces chasseurs sont armés, mais ne tirent pas. Que la sécurité de nos chiens et aussi pour nous. Aussi pour nous, parce que on ne sait jamais trop la réaction, quoi. Mais surtout pour protéger nos chiens. Là, nos armes elles vont pas être chargées, c'est vraiment au cas où. C'est tout. Tous les traqueurs, tout le temps, c'est tout le temps comme ça. Nous, on ne tire pas. On ne tire pas dans une traque. Et souvent, on vient de sonner le début de traque. Donc, normalement, tout le monde, les postés, savent que la chasse vient de démarrer. 2 coups de corne, c'est pour signaler un chevreuil. 3, un sanglier.
sanglier. Quelques minutes à peine après le début de la traque, le premier animal est débusqué. Normal ça. Celui-ci pèse près de 80 kilos. Sur cette journée, les chasseurs ont abattu 3 sangliers et un chevreuil. Chaque bête fait l'objet d'une fiche de signalement que récupère l'ONF. Sur le massif de Trappes, la chasse se pratique sur 5 journées, de novembre à février. La prochaine battue aura lieu lundi prochain. Sport à présent, le badminton en double est une discipline qui demande technique, automatisme et beaucoup d'écoute également. Portrait de 2 jeunes joueurs du club des Longs-Cours qui évoluent ensemble depuis maintenant 10 ans. Particularité, ils sont en couple dans la vie comme sur les terrains. Mélanie Poquet. L'écoute, la communication. Principale qualité à avoir pour jouer en double, de quoi peut-être en tirer avantage quand on est en couple dans la vie. Anaïs et Jean-Louis jouent ensemble depuis 2 ans. La complicité, même par le regard, on peut plus facilement savoir la personne, si elle se sent bien, on a moins besoin de s'exprimer pour se comprendre, donc c'est quand même, ça aide aussi. Mais dans les deux sens en fait, parce que s'il y a quelqu'un qui est déçu par l'autre, on le voit tout de suite sur le visage et donc du coup ça peut déstabiliser. Donc c'est un avantage comme un inconvénient. En double mixte, les rôles sont bien définis. La fille joue principalement au filet pour mettre la pression, tandis que l'homme couvre le fond du terrain. Âgés de 25 et 27 ans, Anaïs et Jean-Louis se sont rencontrés lors d'un tournoi. Si ce jour-là, ils évoluent ensemble, ce n'est pas toujours le cas. Pour moi, je trouve que c'est... si on fait 1 ou 2 tournois par an, ça va. Mais pour moi, il ne faut pas avoir un partenaire fixe en couple. Parce qu'il ne faut pas que les problèmes du quotidien viennent altérer dans le jeu. Ou au contraire, s'il y a des désaccords sur le jeu, que ça entraîne pas des problèmes dans la vie de couple. Moi j'ai plutôt envie de jouer avec elle, parce que du coup effectivement, comme c'est ma compagne dans la vie, j'ai envie de partager aussi, en fait, le badminton, c'est le sport qui nous a rapprochés, c'est quelque chose qui nous prend pas mal de temps et à la fois, comme c'est un sport, c'est un sport qu'on aime beaucoup et ça joue aussi pas mal sur la complicité, je trouve, d'autant plus en mixte. Si le couple permet une compréhension plus rapide sur le terrain, c'est aussi le cas pour des partenaires qui pratiquent depuis longtemps ensemble. Mais en tant que couple, il faut aussi savoir faire la part des choses. On connaît des amis qui ne sont plus amis d'ailleurs. Non, oui, parfois on peut voir, en général c'est déconseillé, mais on peut trouver certains couples qui s'entendent très bien, d'autres qui vraiment ont arrêté de jouer ensemble. Ce match-là, Anaïs et Jean-Louis l'ont perdu. La bonne humeur est toujours présente, mais le débrief n'est pas encore fait. Fin du journal, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Tout de suite le 7-8 Société préparé par Catherine Zulato. Avec ses invités, il sera question du Vélodrome national. 1 an après son ouverture, quelles sont les pistes pour son développement? Très bonne soirée.